pour l'occidental ou disons plutôt pour l'homme moderne, tous les phénomènes non encore expliqués par la science tombent irrémédiablement dans le vaste domaine du hasard ou de la fatalité pour ceux qui sont encore croyants. Mais pour le noir d'Afrique, rien n'est dû au hasard. Tout a une explication. Il n'y a pas d'effet sans cause, encore moins de cause sans effet. Et pour ce 33e numéro, nous avons le privilège d'accueillir M. Magma Gabriel Konaté, qui va nous parler de son ouvrage « Les remparts », qui a été édité par la maison d'édition, les éditions Diamana. Magma Gabriel Konaté est né un 27 décembre d'une année où il faisait bon vivre au Mali. Après avoir enseigné lettres, histoire et géographie dans l'enseignement privé catholique de Caille, il est recruté dans la fonction publique en 1981 pour servir au groupe dramatique du Théâtre national du Mali. Magma Gabriel Konaté est titulaire d'un diplôme d'administration, conseiller culturel du Centre régional d'action culturelle CRAC de Lomé au Togo et d'une maîtrise en droit privé de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako. Diplômé également de l'Institut national des arts du Mali, section art, section théâtre, l'artiste comédien hors pair plébiscite, Magma Gabriel Konaté est acteur dans plusieurs productions cinématographiques, animateur, producteur à la radio Bamakan de Bamako. Il est également journaliste culturel à Africable. Son ouvrage a été édité par la maison d'édition Diamana. En janvier 1988, un groupe d'amis, avec à leur tête Alpha Omar Konaré, ont mis en place les éditions Diamana, une structure de la coopérative multimédia. À cette époque, il s'agissait de combler un vide. La seule maison d'édition était étatique. Les éditions Diamana se veulent une maison accessible à tous les écrivains maliens et étrangers. Ce livre est très particulier pour ceux qui l'ont lu, et avec un style très particulier dont seul Magma a le secret. An ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi a diyara n ye a bɛnna ma o mɔgɔ o mɔgɔ ye I sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan n ka foli bɛ u bɛɛ ye o ye an baraka ye an b'a daminɛ n'o ye nazaraw nana k'an kalan k'an tunu an yɛrɛ la Barou Santara I ni sɔgɔma Oula I ni sɔgɔma aw ni ce aw nana a diyara n ye a bɛnna ma. Je me dois d'abord de remercier les éditions Diamana. L'édition coûte très cher au Mali. Le livre coûte cher. On reproche aux enfants de ne pas lire. Ils ne lisent pas. Pourquoi? Parce que le coût du livre est très élevé. Et c'est la raison pour laquelle je me dois ici de remercier les éditions Diamana, tout le personnel de Diamana, pour avoir édité ce modeste ouvrage que j'appelle les rampants, et non les remparts. Les rampants, c'est ceux qui rampent. C'est ça les rampants. Et après les éditions Diamana, je me dois de remercier le Centre culturel Corée. Le Centre culturel Corée, parce que chez nous au Mali, il y a une insuffisance criarde de cadres et d'infrastructures. Infrastructures pour garder, sauvegarder, pour la promotion de notre patrimoine culturel. Au Mali, je n'en connais peut-être que deux, le Centre culturel Corée et Acte 7 à Bamako. Les autres espaces sont des espaces qui ne nous appartiennent pas, parce que nous sommes prisonniers dans la tête. Or, voilà des espaces où on reproche aux jeunes de ne pas respecter la tradition, de ne pas respecter la culture. Comment ils peuvent respecter la culture si on ne leur enseigne pas la culture? Les mécanismes de socialisation de l'enfant qui existaient dans nos sociétés ont été galvaudés.
Ce qui fait que les enfants n'ont plus de repères. Ils ne sachent devenir ni arbre, ni pierre. Moi, j'ai fait cette analyse qui dit que l'Afrique a subi 2 colonisations. 2 colonisations. La première colonisation, c'est la colonisation arabe. Et spécifiquement au sud du Sahara. Particulièrement au Mali. Au Mali, les Arabes sont arrivés. Quand ils sont arrivés, ils nous ont fait perdre notre culture. Ils nous ont fait perdre notre culture. Et quand eux ils sont venus, ils arrivaient, ils ne connaissaient pas la langue du pays. Et ceux du pays ne connaissant pas la langue de ceux-ci, nous avons pensé que la culture arabe, c'était ça la religion. Nous avons fait cet amalgame-là, on en a fait un syncrétisme que j'appelle crétinisme, qui nous fait croire que le Mali est un pays musulman. On vous le dira. Mais avant l'islam, avant que les Arabes ne viennent, qu'est-ce qu'il y avait chez nous? Est-ce qu'il n'existait pas quelque chose chez nous? On ne va pas dire que le Mali a commencé avec les Arabes. Ça veut donc dire que quelque chose existait. Mais aujourd'hui, au sud du Sahara, on est très fiers d'être appelés étrangers dans notre propre pays. Tellement, on nous a déculturés, on nous a acculturés. Bien sûr, ça c'est l'islam. El Hajj, ça veut dire étranger. Quelqu'un qui effectue le pèlerinage à la Mecque, il est étranger. Mais quand il revient chez lui, il ne peut plus être étranger. Mais nous sommes très heureux, très contents d'afficher El Hajj Draman Samake, parce que je effectue le pèlerinage à la Mecque. L'étranger Draman Samake dans son propre pays, ou Adja dans son propre pays. Ah, c'est paradoxal, ça ne s'explique pas. Allez au Maroc, vous ne verrez jamais El Hajj, parce qu'ils savent qu'en langue arabe, ça veut dire étranger. Et la deuxième colonisation, c'est pourquoi je veux vous dire, le premier devoir que je veux vous donner, c'est de me donner le nom des jours en Bamanankan. On va trouver le nom des jours en Bamanankan. Quelqu'un peut le trouver ici? Le nom des jours en Bamanankan. Hein? Ah, ils vont dire Ntenen, Tarata, Araba, Alamsa. Ça, c'est arabe, hein? Ça, ce n'est pas Bamanankan. Ils vont le dire Ntenen, Tarata, Araba, Al-Kamisa, Djouma, Sibri. Ça, c'est arabe, ce n'est pas Bamanankan. C'est le premier devoir que je donne. Hein? Ça, ce n'est pas Bamanankan, ça, c'est arabe. Et les Ségoviens te diront Ambeta Sala, Ambeta Douadjo. Mais nous, on dit Ambeta Soula. Souk, ce n'est pas Bamanankan. Non, souk, c'est arabe. Le souk, il est arabe. Hein? Et ensuite, nous avons eu une autre colonisation, la colonisation européenne, l'occidentale, spécifiquement la française. La française, elle est venue, elle nous a déculturés, elle aussi, elle nous a acculturés et elle nous a emprisonnés dans nos pauvres têtes. Parce que on ne pouvait même plus parler avec le symbole, la langue de notre pays, et on sait qu'on ne se développe pas dans la langue d'autrui. Et cette colonisation nous a fait prendre des noms Gabriel, des noms Michel, des noms Paul, des prénoms de ceci, des prénoms de cela. Et on a oublié les Ngolo, les Zan, les Mpié. Quand tu dis ça, on dit que ce n'est pas musulman. Quand tu dis Bandjougou, on dit que ce n'est pas chrétien. Voilà une autre colonisation. Et le deuxième devoir que je vous donne, c'est de me dire le nom des mois en langue bamanankan. Kalotro, janvier, février, mars, avril, mai, comme on le dit en bamanankan. Ça, c'est le deuxième devoir que je donne pour les éditions à venir du Festival sur le Niger. La prochaine édition, bien entendu, ce n'est pas loin. Voilà. Et nous, depuis jeunes écoliers, nous avons fait ce constat. Tcherno Ahmed-Cham et moi. Nous avons dit que l'Africain en général, et particulièrement le Malien, est riche de la culture d'autrui, mais pauvre de sa propre culture. Et c'est ce concept que nous avons baptisé la pauvritude. La pauvritude, c'est quand tu es riche de la culture d'autrui,
et pauvre de ta propre culture. Quand les gens nous disent Soumanguru Kanté, Soumaoro Kanté, Soumanguru Kanté, mais en réalité c'est Soumbangolo Diarisso. On te dira Samori Touré, Samori Touré, Sokona Mori Touré. Voilà des choses que les enfants doivent connaître, qu'il faut que l'on sache. Parce que quand l'histoire est faite par le vainqueur, le vaincu n'a aucun mérite. C'est cela le problème de l'Afrique, et spécifiquement le problème du Malien. Et voilà pourquoi, quand l'Africain, on parle de pays émergents, on parle d'Asie, on parle d'Europe, on parle des Indes, on parle du Japon, quand l'Asiatique va en Europe, il va prendre ce qu'il y a de bien dans la culture occidentale ou la culture américaine. Il vient enrichir sa culture traditionnelle avec ce bien qu'il a pris là-bas. Au contraire de l'Africain, quand nous partons en Europe, nous allons y prendre ce qu'il y a de mauvais et nous revenons détruire le peu de bien que nos anciens avaient construit. Tendez le micro à un intellectuel africain, un intellectuel malien spécifiquement. Oui, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, avec ce que vous avez dit, c'est très très regrettable. Nous voulons parler exactement comme l'homme blanc. Alors que nous avons un parler malien, un parler africain. Pourquoi ne pas parler naturellement et normalement? Mais il faut que l'on singe l'homme blanc jusque dans sa façon de parler. C'est tous les Africains. On a tous ce complexe. Pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers dans notre tête. Donc, voilà ce qui a prévalu à la rédaction du Rampant. Le concept qu'on peut construire notre développement à partir de la culture. À partir de notre culture, on peut construire notre développement. Et les Rampants, j'ai eu à l'écrire parce que j'ai pensé à quelque chose. Un genre littéraire, la nouvelle. Pourquoi? Pourquoi la nouvelle? Parce que c'est un fait divers que l'on prend et on raconte une histoire à partir de ce fait divers. Avec une imagination, on peut construire quelque chose de positif parce que c'est le genre où l'intrigue n'est pas corsée, l'intrigue n'est pas exigée. On raconte une histoire, les gens s'amusent, mais ça instruit en même temps. Comme Amadou Hampâté-Bâ le disait, il faut qu'une histoire qu'on raconte, que cette histoire-là, qu'elle soit futile, qu'elle soit utile et qu'elle soit instructive. Voilà pourquoi j'ai pris ce genre littéraire, la nouvelle. Et pour qui les Rampants? Les Rampants, c'est un style un peu particulier. Je viens de citer Amadou Hampâté-Bâ parce que j'ai été très influencé par ce grand homme de la littérature africaine. Et j'ai été influencé aussi par Massa Makan Diabaté. Eux, ils écrivaient le français parlant bamanankan. Le français parlant bamanankan. Ça veut dire que je n'écris pas comme Victor Hugo, ou comme Voltaire, ou comme ceci ou cela, mais j'écris le bamana comme je l'entends. Quand je te dis tout de suite, la femme de Barou Santara est descendue, vous comprenez quoi? Hein? Adjigina quoi? Voilà. Et quand on se rencontre, je te dis, s'il vous plaît là, souffle ma bouche, ça veut dire quoi? Hein, Ndafié. Hein? Ça c'est un style. Ou quand je dis la course du ventre, ça veut dire quoi? Konobouli. C'est simple, c'est comme ça. J'ai traduit le français en bamanankan et je l'écris. Et pour ceux qui vont lire le bouquin, vous comprendrez que c'est très aisé et c'est très facile. C'est fait pour les universitaires, c'est fait pour les étudiants, c'est fait pour les élèves, pour qu'ils apprennent que dans la société traditionnelle, il y avait des mécanismes qui enseignaient l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, la géologie, tout ce qu'il y avait comme sciences de la nature, là, on l'enseignait chez nous dans nos traditions. J'ai fait comprendre que nous avons subi 2 colonisations. Et ces 2 colonisations nous ont emprisonnés dans nos têtes, dans nos propres esprits. Et tant qu'on ne pourra pas rompre les murs de ces 2 prisons, on ne s'en sortira jamais. C'est ça
le grand échec. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous ne le saluez pas, assalamu alaikum, vous n'êtes pas musulman. Aujourd'hui, parce que nous avons compris, vous vous arrêtez pour uriner aujourd'hui, on vous dit que vous n'êtes pas musulman. On ne sait pas pourquoi l'arabe s'accroupit pour pisser. On a l'impression que tout ce que lui, il fait, c'est ça la religion. C'est ça le mal chez nous. Et on a l'impression aussi que tout ce que l'homme blanc fait, c'est ce qui est bien. Ce que l'occidental fait, c'est ce qui est bien. Et nous n'avons pas pu encore nous départir de cela parce que nous sommes toujours colonisés. Nous sommes colonisés politiquement, nous sommes colonisés économiquement, nous sommes colonisés intellectuellement, nous sommes colonisés mentalement. C'est ça le mal. Et on ne pourra pas s'en sortir maintenant. Hein. Ça va être difficile, très difficile. Et quand je dis, j'écris le français parlant Bamanankan, vous avez vu que c'est les éditions Djamana qui ont édité le livre. Je n'ai pas cherché à être édité en Europe. Parce que le problème de l'Africain, c'est ça. Quand ça ne vient pas d'Europe, ce n'est pas bien. Quand ça ne vient pas de la France, ce n'est pas bien. Quand c'est un blanc qui le dit, ah là, on est d'accord. Non, c'est le blanc qui l'a dit. C'est normal. Mais quand c'est un Africain qui le fait, il faut qu'il le justifie, il faut qu'il dise pourquoi. C'est ça le mal de l'Afrique, mais on n'y peut absolument rien parce que nous sommes moulés comme ceci, nous sommes moulés comme cela. Quand nous allons étudier en Europe, nous revenons. Quand nous revenons, nous venons produire ce que nous avons appris là-bas au lieu de venir l'adapter à ce que nous avons chez nous ici. Moi, je le dis souvent à des gens. Souvent, quand on se rencontre, je leur dis, vous savez que la contraception n'a pas commencé par la MPPF. Nos anciens pratiquaient la contraception. Et dites-moi, quand vous sentez qu'il y a une brûlure sur votre peau, vous sentez qu'il va y avoir un furoncle. Nous, nos anciens nous disaient, la première salive, tu la mets dessus. Ça passe. Le furoncle ne verra jamais, il ne va jamais poindre. Rien qu'avec la première salive. Donc ça veut dire que la première salive a quelque chose de très efficace. C'est un antibiotique très puissant. Mais nos médecins, nos docteurs qui arrivent avec des professorats de ceci ou de cela, est-ce qu'ils ont fait des recherches pour savoir les vertus qu'il y a dans la salive? Pourquoi les anciens traitaient cela avec ça? Même quand vous avez une plaie qui tarde à guérir, le matin à votre réveil, votre première salive, mettez-la là-dessus. La plaie va guérir. Pourquoi? Nos médecins doivent le savoir. Mais quand ils viennent, c'est pour venir répéter ce qu'ils ont appris là-bas. Cela n'a rien de constructif pour l'Afrique. On ne fait que développer leur culture à eux, pas la nôtre. Et c'est regrettable. Moi, je ne cherche pas l'académie, mais parce que nous avions notre académie chez nous ici. C'est chez le Bamana, le 7x7. 7x7, 49. De 0 à 7 ans, l'enfant, il est dans les girons de sa mère. Moi, je dis, il est dans les pieds de sa mère. Abbas, c'est un fait. De 0 à 7 ans. De 7 à 14 ans, il devient Bilakoro. Il devient Bilakoro, il chasse le margouya. Il chasse le ntonfréké. Il fait sortir les petits ruminants. Et il entre dans la communauté secrète qu'on appelle le Ntomo. Ça, c'est de 7 à 14 ans. Mais de 14 à 21 ans, il entre dans un autre groupe et il devient circoncis. Et quand il est circoncis, il entre avec des hommes dans la case des circoncis. Et c'est là que le Séma, qui se trouve être un maître incontesté, leur enseigne l'histoire, la géographie, les sciences naturelles, la géologie, les vertus des plantes, tout ce qu'il y a à savoir, la solidarité, la bravoure, l'honneur, on leur enseigne tout ceci et tout cela. Et après ces 7 ans, c'est à partir de 21 ans, il entre dans un autre groupe d'âge parce qu'il a accédé maintenant au Komon. Il a quitté le Ndomo, il a accédé maintenant au Komon. Et ainsi de suite, il évolue. Quand il a fini, quand le Séma leur a enseigné le Komon, il peut siéger maintenant au conseil de la communauté avec voix consultative seulement. Et de 21 à 28 ans, il peut prendre femme.
Une fois qu'il a pris femme, il accède au Corée. Et une fois qu'il a accédé au Corée, ça c'est une sorte de spécialisation dans le domaine qui lui a été enseigné dans le biré, ça veut dire en fait dans la case des circoncis. Une fois qu'il a eu accès à ce Corée, il évolue et de 28 à 35 ans, il peut partir ailleurs pour parfaire sa connaissance. Il va ailleurs pour pouvoir avoir d'autres connaissances, pour apprendre auprès d'autres maîtres. Et une fois qu'il a fini ceci, après avoir approfondi ces connaissances-là, il est élevé à la dignité de Ségué. Ségué parce qu'il peut partir partout où il veut maintenant. Il a une somme de connaissances. C'est cette somme de connaissances qui lui permet d'accéder au titre de Nama. Et quand il accède au rang de Nama de 42 à 49 ans, il a accumulé une somme de connaissances, il prépare sa thèse, et quand il a fini sa thèse, il entre maintenant dans la catégorie des Dougas. Quand il devient Douga, à partir de là, il n'est plus Sifi, sans pour autant être Sidje, il n'est plus Sifi, mais il a un doctorat, sinon plus. Il a un professorat, sinon plus. C'est ça, cette évolution, M. Diko. Et il faudrait qu'on en ait conscience parce que tous ces mécanismes-là existaient chez nous, mais on les a laissés tomber au profit de la culture de l'autre. Et c'est cette culture de l'autre que nous sommes en train de promouvoir au détriment de la nôtre. Et c'est ce qui est regrettable. Nous ne sommes pas nombreux ici, ceux qui peuvent te compter leur arbre généalogique jusqu'au 7e niveau. Le nom du père, du père, du père, du père, du père de ton père, du père de ce père, jusqu'au père de celui-là. On n'est pas nombreux qui pouvons le faire. Mais c'est cela aussi. Parce qu'on dit, connais-toi toi-même. Socrate l'avait au fronton. Mais chez nous, on dit, Didon, Sodon, Yeredon, de Nyoronte. Mais nous, on ne se connaît pas. On connaît plutôt l'autre plus que nous-mêmes. Voilà un peu ce que je peux répondre à votre question. L'autre monsieur, il nous dit Kalambiri. Pourquoi la protection des animaux? Il ne faut pas vous cantonner tout juste au margouilla ou au crapaud. Ça, c'est des éléments par lesquels je suis passé pour expliquer que protection de la nature, ça ne veut pas dire qu'on ne tue pas les animaux. On peut chasser le margouilla. Mais quand tu prends le margouilla, tu en as tué 10. Est-ce que c'est la peine d'en tuer encore? Quand, dans le livre, c'est des enfants qui prenaient les crapauds. Nous, on le faisait. On prenait les crapauds, on leur mettait, on diluait le sel, on leur mettait sur le dos. Il faut l'essayer, vous allez voir ce que le crapaud va souffrir comme martyr. Nous, on l'a fait. Moi, je l'ai fait quand j'étais gosse. On diluait le sel dans de l'eau où on prenait la poudre de sel qu'on mettait dans le dos du crapaud. Ah non, c'est pitoyable. Bon, mais le souris dont je parle, lui, il était contre cela. Il ne voulait pas que l'on maltraite les animaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne chassait pas. Il chassait le margouilla, il chassait un tonfrégué, le criquet. Mais il ne voulait pas qu'on leur fasse du tort, on leur fasse du mal inutilement. C'était ça. Et c'est la raison pour laquelle, en contrepartie, ces animaux lui ont rendu l'appareil. C'est tout juste une manière de dire qu'un bienfait n'est jamais perdu. Et c'est ce que disait Phili Dabo. Les gens n'ont jamais compris le problème culturel chez nous. Quand vous lisez Le Noir et la culture de Phili Dabo Sissoko, vous comprendrez aisément que ces éléments sont des intercesseurs entre le Créateur, en fait, et nous. Dans des années à venir, on va dire, mais tiens, il y a une tête brûlée qui avait dit ça, qui avait dit ça. Pourquoi ne pas enseigner ça à l'école? Pourquoi ne pas enseigner cette méthode d'éducation, de socialisation de l'enfant à l'école? Le conte était un mécanisme puissant. Le conte, on le racontait autour du feu. C'est pourquoi j'aime bien Korebaro. J'ai commencé par dire que les jeunes n'ont pas de repères. On ne leur enseigne pas leur culture, on ne leur apprend pas leur culture, on ne leur dit pas ce qu'était leur arrière-grand-père, ce qu'étaient leurs parents. Comment on socialisait l'enfant, on ne leur dit pas. Ils peuvent savoir comment. La nature ayant horreur du vide, c'est
La télévision qui est là aujourd'hui, ce n'était pas de notre temps, qui est là. Le papa n'a plus le temps de s'occuper pour raconter des histoires, ou le grand-père n'a pas le temps de raconter des histoires. Et même quand tu veux les raconter des histoires, ils n'ont pas ceci à faire. Ils veulent voir Marimar, ils veulent voir ceci, ils veulent voir cela. Mais il nous appartient à nous, décideurs, de faire comprendre que nous pouvons donner des produits à nos enfants qui puissent leur enseigner les vertus cardinales de notre société. Afin que, comme Hirohito l'a dit, après la capitulation du Japon, afin que lorsque nos enfants iront dans ces pays-là, qu'ils aillent apprendre tout sauf leur culture. C'est ça que nous devons enseigner à nos enfants. Aller en Europe, c'est très bien, mais allons apprendre le savoir pour revenir chez nous avec ce savoir-là, en leur laissant à eux là-bas leur culture pour venir améliorer notre culture à nous ici. C'est cela, les différentes pistes. Mais n'ayons pas peur de le dire et surtout, n'ayons pas honte de le reconnaître. Les intellectuels africains ont décroché tous les titres universitaires en vue d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. Cependant, n'ayons pas honte de le reconnaître et surtout, n'ayons pas peur de le dire. Ils demeurent encore et toujours des analphabètes culturels à l'entrée du vestibule de la mémoire perdue de nos ancêtres. Comment alors promouvoir ce que l'on ignore? Chauves-souris, ils sont d'Afrique, mais surtout d'ailleurs. La bouche noire, le ventre à Paris, la tête en Amérique, les yeux en Asie. Ce que l'on apprend de la culture d'autrui, vaut-il ce que l'on oublie de soi? Ainsi, fils et filles d'Afrique, nous devons sans cesse avoir en vue qu'il ne saurait y avoir de développement économique, politique et social sans un rayonnement culturel adéquat. C'est pourquoi il ne s'agira pas pour nous de faire recours à nos sources, oh que non, mais plutôt d'avoir recours à nos sources afin de promouvoir le développement réel du continent africain. Car personne ne viendra construire l'Afrique à notre place.